Christophe Jaffrelot, merci d'avoir accepté notre invitation pour aller plus loin sur ces élections en Inde. Vous êtes directeur de recherche au CERI Sciences Po à Paris et auteur de l'Inde de Modi, national populisme et démocratie ethnique aux éditions Fayard. Alors, le reportage que l'on vient de voir évoque la diversité géographique, mais n'évoque pas la pluralité ethnique et religieuse, une réalité qui pourtant est au cœur de ces élections. Oui, tout à fait, car si les hindous sont 80% du pays, les minorités musulmanes, 14-15%, les chrétiens, 2%, les sikhs, 2%, les bouddhistes, 1%, ont bien sûr aussi voix au chapitre et cherchent à défendre leurs intérêts face à un nouveau Premier ministre, enfin maintenant depuis 5 ans à la tête du pays, qui a eu tendance à favoriser la majorité contre les minorités. Alors ce Premier ministre, c'est Narendra Modi. Aujourd'hui, est-ce que le BJP peut faire aussi bien qu'il ne l'a fait en 2014, c'est-à-dire rafler la majorité absolue à la Chambre ? Ça lui sera difficile. Déjà, la dernière fois, il faut rappeler qu'il avait remporté une majorité des sièges avec seulement 31% des voix. Un exploit qu'aucun parti n'avait réalisé jusqu'à ce jour, jusqu'à cette date de 2014. Là, on est face à un nouveau cas de figure avec une opposition qui est beaucoup plus unie. Il n'apparaît pas dans votre reportage, mais le Congrès revient en force et a remporté des élections régionales importantes l'an dernier. Et puis d'autres partis régionaux se sont unis, se sont alliés. Et donc il sera probablement très difficile à Modi de l'emporter seul. Il faudra, s'il est le premier le 23 mai, faire une coalition. Donc en gros, l'élection se jouera peut-être après l'élection, c'est-à-dire en fonction des alliances qui pourront se faire avec les partis régionaux. Tout à fait. Si on n'a aucun parti majoritaire, il faudra bien faire une coalition post-élection. Et là, tout reste possible. Modi sera sans doute celui que le président appellera en premier à former un gouvernement. Mais s'il n'y parvient pas, faute de soutien, alors ce sera Rahul Gandhi, probablement le chef du Congrès, qui sera appelé, lui, à former un gouvernement. Alors, parce qu'effectivement, il y a d'un côté le BJP, de l'autre le parti du Congrès, mais plus qu'une formation, c'est aujourd'hui un homme donc, qui incarne le BJP, c'est Narendra Modi. Face à lui, vous l'avez dit, Rahul Gandhi. Deux visions de l'Inde. On a Narendra Modi qui n'évoque plus le développement dans sa campagne de 2019, mais bien la sécurité. Un Gandhi qui lui parle de revenu universel, de décentralisation face à Delhi, de santé, d'éducation. Qu'est-ce qui peut aujourd'hui plaire à l'électorat indien? C'est l'une ou c'est l'autre de ces deux visions? C'est ce que l'on va savoir le 23 mai. Et il y a une véritable opposition entre les deux. En tout cas, il y a un choix. Il y a un vrai choix. D'un côté, c'est un discours sécuritaire où la menace pakistanaise, où la menace islamiste est mise en exergue. De l'autre côté, c'est un programme de politique publique, doublement du budget d'éducation, de celui de la santé, revenu universel, comme vous le disiez, mise entre parenthèses de lois liberticides qui expliquent que le Cachemire soit à feu et à sang aujourd'hui. Quantité de politique publique. Mais les Indiens ont besoin de quoi? Davantage de l'une ou de l'autre? Des deux. Et il n'y a pas un candidat qui incarne les deux? Pas véritablement. Modi a délaissé le développement après 5 années de non-développement, de chômage chronique et d'économie en berne. Et notamment chez les jeunes. Chez les jeunes et puis dans le monde rural. Le monde rural est en crise en Inde. Il n'ose plus parler développement, il ne parle plus que sécurité. Et Rahul Gandhi sait qu'il n'a pas la stature d'un homme fort. Donc il ne peut pas l'emporter sur Modi, sur ce répertoire de l'homme fort. Il paye peut-être le poids de la dynastie Gandhi. Il est un héritier, c'est certain. Et puis c'est un team player. Ce n'est pas un homme qui veut dominer à tout prix, mais être le coordonnateur d'une coalition. Un mot sur l'essor du nationalisme hindou dont fait part votre livre. Un essor qui remonte à l'arrivée des Européens en Inde, mais qui a aujourd'hui son essor contre l'islam. Est-ce que les derniers événements qui se sont déroulés, les tensions entre le Pakistan et l'Inde en février dernier, là du coup ça a fait le jeu plutôt de Narendra Modi? Ah, tout à fait. Et d'ailleurs, la campagne a basculé à ce moment-là. Elle était partie sur des bases très différentes, sur des questions justement de développement, de chômage, de travail. Et là, maintenant, on parle beaucoup plus, effectivement, donc c'est quoi, du pain béni, carrément? C'est du pain béni. C'est du pain béni. C'est en plus de ça quelque chose que le pouvoir monte en épingle, mettant l'armée en position délicate. Des anciens chefs d'état-major viennent de signer une pétition disant arrêtez de politiser l'armée parce que l'armée a été convoquée par le pouvoir entre guillemets pour que les Indiens soutiennent le Premier ministre qui était si proche des militaires.
Merci beaucoup Christophe Jaffrelot d'être intervenu dans notre édition. Donc l'Inde de Modi, national populisme et démocratie ethnique aux éditions Fayard. Un livre à lire absolument si vous voulez connaître l'Inde en profondeur. Merci beaucoup.